L'algorithme des nuits dynamiques n'est pas un algorithme sans problème. En fait, c'est un algorithme qui parfois peut converger vers des solutions sous-optimales. Donc, je vous donne un exemple ici de solution d'une convergence sous-optimale. Donc, imaginez que vous avez des points comme ça ici dans un espace, on va dire, en 2 dimensions pour que ça soit plus simple. Donc, on a des points qui se distribuent suivant 2 classes. Et là, l'algorithme des nuits dynamiques, comme on a dit, on commence par trouver des centroïdes. Donc, on les positionne au hasard. Donc, imaginez que je prends un premier centroïde ici et que je suis un peu malchanceux et que j'initialise le deuxième centroïde un peu loin comme ça ici. Ben, après une itération, 100% des données seront associées à ce centroïde. Donc, la classe, mettons, C0. Et aucun point ne serait associé à la classe C1. Si ça se produit, ben, l'algorithme converge après une itération et finit par conclure que tous les points de ma distribution sont associés à une classe et aucun point de ma distribution sont associés à l'autre classe. Ce qui serait un cas dégénéré. En fait, ce problème-là procède d'une des hypothèses de l'algorithme de K-means qui consiste à assigner une donnée à une seule classe, une seule classe. Donc, pour remédier à ce problème-là, il y a toute une famille d'algorithmes qui s'appellent les algorithmes de type soft K-means. Donc, en quoi ça consiste l'algorithme des soft K-means? Mais ça consiste à assigner une donnée à toutes les classes en même temps, mais avec des proportions différentes. Donc, par exemple, si j'ai encore mon exemple de mélange de deux gaussiennes avec première gaussienne qui aurait une moyenne mu-mère et la deuxième mu-terre, okay, on aurait pu dire mu0, mu1 par exemple aussi. Donc, si j'ai une donnée dont le niveau de gris est ici, ou la valeur ici est là, donc xn, ben je vois bien que les proportions ici associées à chacune des classes, c'est pas 100% et 0, mais ce sont des proportions qui, par exemple, sont de type 70-30. Et pour l'autre donnée ici, ben là, on voit que les proportions sont très faibles pour une classe et plus élevées pour l'autre. Donc, on pourrait dire 2% dans une classe et 98% dans l'autre. Donc, si on fait ça, au lieu d'avoir un algorithme K-means qui cherche à minimiser l'erreur quadratique ou la distance quadratique entre chacune de mes observations xn et sa classe mu de tn. Donc ça, c'est la moyenne du centroïde qui est la plus proche de xn. Donc le but du jeu, c'est que quand l'algorithme converge, le but du jeu, c'est que ce terme-là ici soit le plus faible possible. Ben, soft K-means cherche à faire la même chose ici, mais en fait, donc ça ici, c'est la même chose que ce que j'ai rajouté là ici. Bon, là, j'ai mis l'étiquette C là et non pas TN, mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est une distance euclidienne au carré. Mais que je viens pondérer par ce terme qu'on va appeler une a posteriori. Qui est ni plus ni moins la probabilité d'appartenir à une certaine classe étant donné que j'ai une observation xn. Donc, dans le cas de K-means, ça ici, c'est 0 ou 1. Cette probabilité-là est 0 ou 1. Donc, ça fait quoi? Ça fait que quand ça c'est 0, le terme ici n'existe plus. Puis quand ça c'est 1, ben le terme qui est à droite est multiplié par 1. Et là, je peux remplacer C par T de N. Okay? Parce que l'observation XN est associée à un seul cluster qui est associé à son étiquette TN. Ça serait dans le cas pour K-means. Donc, K-means, c'est un cas particulier, visiblement, de soft K-means. Et donc, dans un cas, bon, dans le cas, par exemple, deux classes, si je reprends notre exemple de classification de pixels, C, ça serait mère et terre, par exemple. Mais ça ici, ce terme-là, on peut se demander qu'est-ce que c'est. Une des fonctions qui est la plus souvent utilisée, qui est relativement simple, c'est la fonction que voici, qui est ni plus ni moins. Bon, on veut savoir c'est quoi la probabilité d'appartenir à la classe C étant donné xn. Bon, ben la classe C a une certaine moyenne, mu C. Fait qu'on va calculer la différence en valeur absolue entre la donnée xn et la centroïde mu C.
Donc, qu'on va multiplier par un terme bêta ici. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qui arrive si on met une valeur, on donne une valeur élevée ou faible à bêta. On prend l'exponentielle de moins ce terme-là et on normalise. Donc, c'est très important de normaliser pour que la somme sur toutes les classes donne 1. Hein? Parce que si on normalise pas, si le dénominateur était égal à 1, cette distribution-là ici ne sommerait pas à 1, ce qui l'empêcherait d'être une vraie distribution de probabilité. Donc, on doit normaliser. Donc, qu'est-ce qui arrive quand je fais ça? Mais si la distance devient très, 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 très grande ici, je vais avoir l'exponentielle de moins quelque chose de très grand. Donc, ça va tendre vers 0. Alors que si, par exemple, j'ai une valeur de xn qui est égale à mu c, donc xn, donc le terme qui est ici qui est le plus faible possible, je vais avoir e à la 0. E à la 0, c'est égal à 1. C'est la valeur la plus élevée. Donc, plus une donnée xn s'éloigne du centroïde mu c, ben plus la probabilité pour xn d'appartenir à la classe C va décroître, et ça va même décroître de façon exponentielle. Donc, l'algorithme des soft k-means peut s'énoncer comme suit. Donc, c'est très similaire à l'algorithme des k-means. On commence au hasard en initialisant nos centroïdes. Donc, encore là, j'ai repris l'exemple mu-terre, mu-mère. Donc, on aurait la classification de classes pour des pixels. Et là, on parcourt chacun des pixels de l'image X. On calcule pour le pixel courant la distance en valeur absolue fois bêta. OK? Donc, ça va me donner la distance terre, la distance mère. Ensuite, je regarde la probabilité a posteriori d'appartenir à chacune des classes en faisant le calcul que voici, ce qui n'est pas très compliqué. Donc, quand la première book for se termine, ben, je vais avoir calculé pour chacun des pixels sa probabilité a posteriori ici. Dans l'algorithme k-means, on fait exactement la même chose, c'est juste que ça ici, c'est égal à 0 ou 1 pour chacun des pixels. Puis on avait appelé ça notre champ d'étiquette T, qui était une image qu'on pouvait visualiser, qui était binaire. Si on devait visualiser ça ici comme une image, ben on verrait des zones qui sont très blanches, des zones noires, mais on verrait aussi tout un dégradé dans les zones qui sont de pixels qui ressemblent à la fois à mer et à terre. Donc, il y aurait une espèce de flou si on devait visualiser ça ici. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recalcule les moyennes mu-terre et mu-mère. Donc, comment on fait pour calculer ça? Ben, on calcule la moyenne mu-terre en considérant tous les pixels, mais en pondérant le pixel par sa probabilité d'appartenir à la classe terre ou à la classe mère. Même chose pour T terre et T mère, qui est ni plus ni moins. T, c'est le nombre total de pixels mère et le nombre total de pixels terre qu'on aurait dans l'image. Encore une fois, l'algorithme k-means présuppose que ça, c'est binaire et que ça, c'est binaire aussi. Donc, au final, T, c'est littéralement le nombre de pixels qui a été calculé, tandis qu'ici, c'est le nombre de pixels, mais calculé en considérant une pondération entre 0 et 1. Ensuite, on normalise les moyennes et on recommence. Dans le cas à plusieurs classes, ben, l'algorithme est à peu près le même. On initialise les moyennes de chacune des classes au hasard. Et ensuite, on parcourt chacune de nos données, ou par exemple chacun des pixels dans l'image X, si c'est une segmentation qu'on fait. Et ensuite, on va calculer pour chacune des classes l'a posteriori, en calculant la distance à la classe, en prenant l'exponentielle de moins la distance à cette classe-là, normalisée. Et ensuite, on recalcule les moyennes suivant cette équation-là ici. Donc encore là, si ce terme-là ici était binaire, ben ça deviendrait ni plus ni moins la somme pour toutes les données X qui appartiennent à la classe T divisé par le nombre total d'éléments dans la classe C. Et on continue comme ça jusqu'à convergence. Donc, k-means, c'est un cas particulier de soft k-means. En effet, lorsque... alors, il y a le terme bêta qui est ici. Donc, ce terme bêta-là vient déterminer la rapidité avec laquelle cette distribution-là décroît. Donc, je vous rappelle que ça, c'est une exponentielle. Donc, ça veut dire que P de C étant donné xn, c'est une exponentielle qui décroît comme ça ici, très rapidement, proche de 0. Hein? Et en x ici, ça serait si par exemple je prenais la valeur absolue de xn moins mu c, par exemple, mu c.
en valeur absolue. Donc, c'est ça en valeur absolue. Ça, on n'en a pas de... Oups. Si c'est en valeur absolue, donc on n'a jamais de valeur négative. Donc, ça ici, ça décroît très rapidement. Ben, la valeur de bêta ici va faire en sorte que on va décroître plus rapidement ou éventuellement moins rapidement. OK? Donc, ça ici, là, c'est déterminé par la valeur de bêta. Donc, quand bêta tend vers l'infini, ben, au final, on se retrouve à avoir une distribution P de C qui se polarise autour de 0 ou de 1. En fait, ça devient une distribution qui est, quand j'ai la différence en valeur absolue élevée, ça devient égal à 1. Et très rapidement, ça décroît pour devenir 0, comme ça ici. Donc encore là, Internet regorge d'informations sur k-means et soft k-means. Je vous recommande chaudement, bon, il y a le livre de Do Die Hard qui est pas mal, mais je vous recommande chaudement le livre de McKay, en particulier le chapitre 20, livre qui est gratuit sur Internet.